Bonjour, bienvenue à l'école de l'Anthropocène ce matin pour la première mini-conférence du programme qui s'inaugure pour cette 4e édition à l'école de l'Anthropocène. Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Nathalie Mondy, qui est maîtresse de conférence à l'Université Lyon 1, écophysiologiste et qui travaille donc sur l'écophysiologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés. Et elle travaille plus particulièrement sur la question des pollutions émergentes qui sont... mais elle va nous dire ce que c'est en fait. Mais c'est quoi l'écophysiologie, Nathalie? Alors, l'écophysiologie, c'est l'étude de la biologie, d'une manière générale, de la biologie, de la physiologie des organismes et comment ils vont s'adapter aux contraintes environnementales. Et les hydrosystèmes? Et les hydrosystèmes, c'est tous ces réseaux d'eau douce que vous voyez autour de vous. Ça peut être de l'eau stagnante, comme des mares, des étangs, des lacs, ou ça peut être de l'eau courante, les rivières, les fleuves. Ce sont à la fois les systèmes terrestres qu'on voit bien, mais il ne faut pas oublier l'importance des hydrosystèmes souterrains, qui sont les nappes phréatiques et les réseaux souterrains d'eau douce qu'il y a dans notre sous-sol. Et alors, j'ai cru comprendre que dans tout ça, toi, ta spécialité, c'était plutôt la question des pollutions émergentes. Voilà. Alors, je crois même que tu vas pouvoir nous en dire beaucoup plus, puisque la mini-conférence de ce matin traite de la question des pollutions émergentes, puisqu'il s'agit pour nous aujourd'hui, avec toi, de parler de la question et de l'impact de la lumière artificielle pour les vivants et tous les vivants. Alors, je vais te laisser la place. Je te remercie et on a hâte de comprendre ce que sont ces fameuses pollutions émergentes et quels sont les impacts sur le vivant. Merci. Nathalie. Bon, alors, rebonjour. Je vais effectivement vous parler d'une pollution émergente. Alors, une pollution émergente, qu'est-ce que c'est? Une pollution émergente, c'est une pollution pas forcément qui arrive maintenant, elle pouvait exister, elle pouvait préexister, mais actuellement, elle a pris une importance de plus en plus croissante et on en parle de plus en plus et on essaye de la traiter actuellement. Voilà ce que l'on appelle les pollutions émergentes. Et moi, je vais vous parler plus particulièrement d'une pollution émergente qui nous préoccupe beaucoup depuis environ une vingtaine d'années. C'est la pollution lumineuse qui est due à la lumière artificielle nocturne. Alors, ce travail, moi je suis chercheuse, donc je vais vous raconter un petit peu d'abord ce qu'est la pollution lumineuse et ensuite je vais vous raconter mes recherches qui sont dans le cadre de l'écologie, puisque je travaille, comme on l'a dit tout à l'heure, sur les zones humides. On travaille spécifiquement sur un amphibien, un crapaud commun et on essaye de savoir comment cette pollution lumineuse va impacter la biologie, l'écologie, le comportement de ce crapaud commun. Et ensuite, on essaye évidemment de généraliser nos résultats pour voir si on ne peut pas trouver un patron commun de réponse qui pourrait s'appliquer à tous les êtres vivants, de manière à pouvoir proposer, suggérer, inventer des méthodes de remédiation par rapport à cette pollution lumineuse. Alors, dans un premier temps, avant de parler de lumière artificielle, je vais vous dire quelques mots sur la lumière naturelle. Parce qu'il est évident que la vie est liée à la lumière naturelle. Et cette lumière naturelle, c'est essentiellement la lumière du soleil. Cette lumière du soleil qui va être variable en fonction de la rotation de la Terre autour d'elle-même, autour du soleil et des paramètres de cette rotation. Et du coup, la quantité et la qualité de lumière que l'on va recevoir régulièrement, va nous permettre de définir différents rythmes, différents cycles de lumière, à la fois des cycles sur 24 heures, c'est-à-dire l'alternance jour-nuit. Ces rythmes sur 24 heures sont particulièrement importants parce que ce sont eux qui régulent ce qu'on appelle une horloge biologique interne. Une horloge biologique interne qui va nous permettre d'avoir des périodes de sommeil, des périodes
d'activités, que ce soit des activités intellectuelles ou des activités plus sportives, et des périodes d'intense concentration où l'on va pouvoir travailler. Donc, tous nos rythmes biologiques sont gérés par cette alternance de lumière et par cette présence de lumière en termes de quantité ou de qualité. Alors ça, c'est sur 24 heures. Et puis, vous avez aussi la rotation de la Terre et les paramètres qui vont définir à l'échelle annuelle, là, pas juste que la lumière, mais la lumière plus des variations de température, les différentes saisons que vous connaissez. Et ces différentes saisons sont aussi très importantes en biologie puisqu'elles vont réguler, permettre aux animaux de se synchroniser avec leur environnement. Par exemple, vous avez, comme vous pouvez le voir ici, beaucoup d'animaux qui vont passer l'hiver en période d'hibernation. Vous avez au printemps souvent la période de reproduction. Et puis, dans les intersaisons, souvent, vous avez des migrations. Là, je vous ai mis la migration des gnous qui vont passer d'un pays à un autre pour chercher justement des aires de reproduction. Alors tous ces rythmes s'adaptent à tous les êtres vivants. Moi, je travaille plus particulièrement sur les animaux, mais il faut savoir que les végétaux, les plantes ont aussi ce genre de rythme. Alors, au niveau des saisons, on le connaît bien, avec la saison par exemple, de la floraison, mais même un rythme sur 24 heures. Sur les plantes, ce qu'on voit souvent, c'est au niveau des feuilles. Vous avez les feuilles qui vont se tourner et s'ouvrir un petit peu plus en fonction de l'heure de la journée et donc de la quantité de lumière qu'elles reçoivent. Donc, on le voit bien, cette lumière que l'on reçoit, ça définit une notion qu'on appelle en biologie la photopériode. La photopériode, c'est la durée de jour par rapport à la durée de nuit qu'on expérimente tous les jours. Et cette photopériode est bien un synchronisateur majeur de notre activité biologique. Alors cette lumière, comment on la mesure ? On a plusieurs façons de mesurer la lumière. C'est quelque chose d'assez complexe en termes de physique. Il y a plusieurs unités. L'unité la plus commune, c'est le lux. Et on mesure avec un luxmètre, c'est-à-dire un petit boîtier. Et vous avez ce que vous voyez en blanc ici, c'est un capteur de lumière qui va nous permettre de mesurer l'intensité de la lumière. Alors en plein jour, en général, vous avez une intensité de lumière qui va être à peu près à 100 000 lux. Si on avait amené un capteur dans cette salle, par exemple, on serait à peu près à 200 lux. Donc, vous voyez, la lumière du jour, la lumière du soleil, c'est vraiment quelque chose d'assez énorme. Et la nuit? La nuit, c'est compliqué parce que la nuit, déjà, il faut savoir que notre nuit, elle n'est pas noire. Elle n'est pas noire totale, elle n'est pas à 0 lux. Vous avez toujours un petit peu de lumière, que ce soit la lumière de quelques étoiles ou la lumière de la Voie lactée. Et ensuite, la luminosité de la nuit va essentiellement dépendre du cycle lunaire. Le cycle lunaire, c'est un cycle sur 29 jours et demi. Et en fonction des phases de lune et de la présence des étoiles, vous pouvez avoir, par exemple, au moment de la pleine lune, une intensité lumineuse qui va être entre 0,3 et 0,1 lux, par exemple. Et la nuit sans lune, sans étoiles, vous êtes à 0,01 ou 0,001 lux, pas 0, mais quand même quelque chose d'assez noir. Et évidemment, ça va dépendre dans quel coin du globe vous vous trouvez par rapport à cette nuit noire. Donc on voit qu'il y a un gros différentiel entre le jour et la nuit. Et le problème de la pollution, de la lumière artificielle que nous ajoutons la nuit, c'est qu'on va modifier ces intensités lumineuses pendant ces périodes nocturnes. Alors, on fait ça depuis toujours. On fait ça depuis toujours parce que nous sommes des animaux diurnes, on vit le jour et on a toujours eu peur de la nuit et peur de l'obscurité, souvent à raison. Et on a tout le temps essayé d'apprivoiser la nuit et d'éclairer la nuit. Ça a commencé il y a plus d'1,3 million d'années où on a apprivoisé le feu, nos ancêtres, ont apprivoisé le feu et ont éclairé la nuit pour se protéger notamment des prédateurs pendant ces périodes. Et puis ça a continué, ça n'a pas arrêté de croître. Pendant toute l'histoire, on a de plus en plus éclairé la nuit. Alors juste quelques dates pour timer un petit peu tout ça. Le premier qui a vraiment travaillé sur l'éclairage de la nuit, c'est Louis XIV, qui a promulgué un édit en 1667 qui demandait
aux habitants, aux Parisiens, d'éclairer les artères principales de la ville pendant la nuit. Ça, c'était important parce que à ce moment-là, les rues la nuit, c'était de véritables coupe-gorge. Il y avait énormément de meurtres et ça n'a pas trop bien marché parce que en fait, les habitants devaient eux-mêmes éclairer la nuit. Or, les systèmes d'éclairage, ça a toujours été coûteux. Et c'était coûteux de produire de la bougie, de produire du bois, de produire des flambées. Donc, ça a moyennement marché. Bon, néanmoins, on a commencé à éclairer les grandes villes jusqu'au XVIIIe siècle où cette volonté d'éclairer les villes, qu'elles soient grandes ou même moyennes, c'est même traduit en la naissance d'un nouveau métier, le métier des lanterniers, qui ont fondé une compagnie. En fait, c'était des espèces de lampadaires avec au départ juste des bougies. Et les lanterniers, tous les soirs et tous les matins, allaient allumer et éteindre ces bougies. Et ça se faisait quartier par quartier dans les grandes villes. Alors ça a continué comme ça. De la bougie, on est passé ensuite à l'utilisation de lampadaires avec des becs de gaz. Alors, c'est ce qu'on appelle le gaz de ville. Le gaz de ville, c'est pas le gaz naturel, c'est un gaz de fabrication qui a été très utile et qui a permis d'illuminer nos villes, mais qui était assez dangereux et qui provoquait pas mal d'explosions. Et là aussi, c'était allumé et éteint jusqu'au XXe siècle où là, la généralisation de l'électricité a permis vraiment d'illuminer à grande échelle l'ensemble de nos territoires. Alors, il y a eu d'abord l'électricité avec les ampoules à incandescence, les ampoules à sodium, et maintenant, on est en train, depuis quelques années, d'avoir une nouvelle révolution de l'éclairage urbain avec la présence de LED qui amène des avantages et des inconvénients. On pourra en parler un petit peu après. Donc, cette lumière artificielle nocturne, vous voyez que c'est une très longue histoire qui se continue et qui s'est considérablement accrue au cours, on va dire, des 50 dernières années. Elle s'est accrue pourquoi? D'une part, à cause de l'augmentation de la démographie. On est de plus en plus nombreux et de plus en plus nombreux en plus à vivre dans des villes. Et nos infrastructures de transport ont considérablement augmenté. Et tout ça, il faut l'éclairer. Actuellement, vous voyez ici une image satellite prise centrée sur la France, mais on voit qu'il n'y a plus de coins noirs. Il n'y a plus d'obscurité, en fait. Les seuls endroits où on pourrait trouver de l'obscurité, ça va être quoi? Ça va être certains pics de montagne en très haute altitude. Et encore. Actuellement, on a remarqué, notamment dans les Pyrénées, il y a eu une espèce de lanceur d'alerte dans les Pyrénées où ils avaient de plus en plus de mal au pic du Midi, qui est quand même normalement assez protégé. Ils voyaient le halo lumineux de Toulouse. Donc, ils avaient du mal à voir les étoiles. Donc, vous voyez, on est quand même sur un territoire très illuminé. On considère que 88% des Européens sont touchés par de la lumière artificielle nocturne, n'expérimentent plus de nuit noire. Et on est en constante augmentation. On considère que cette illuminance augmente de 6% par an. C'est énorme. On pensait avoir réduit ça avec l'arrivée des LED. Les LED qui sont une technologie qui coûte moins cher et qui éclaire bien en plus, qui donne un bon rendu de couleur, qui aurait dû permettre de moins éclairer. Mais il y a un petit peu un effet pervers. Vu que ça coûte moins cher, en fait, on en a profité pour en mettre plus. Et du coup, c'est un peu, on se mord la queue par rapport à ça et le but recherché en écologie n'est pas arrivé. Alors, cette lumière artificielle nocturne, en fait, elle est double. Vous avez ce qui se voit le plus facilement, ce qu'on appelle la lumière directe. La lumière directe, c'est classiquement, vous avez un lampadaire, un éclairage urbain par exemple, et vous avez un patch de lumière directe, souvent très fort, qui peut atteindre jusqu'à 15-20 lux, qui est assez limité. Alors ça va être tout l'éclairage direct que vous connaissez, que ce soit les phares de voiture, les éclairages publicitaires, les lampadaires, etc., etc. Cette lumière nocturne, elle est réelle, mais elle est très limitée. Elle est limitée aux zones urbaines. Et puis, à plus large échelle, vous avez une deuxième source de lumière artificielle qui est due au fait que cette lumière va se réfléchir. Alors, soit directement vers le ciel,
soit vous allez avoir des particules de lumière qui vont tomber au sol et rebondir vers le ciel. Et si vous avez un ciel un peu chargé, soit en nuages, soit en poussière, soit en aérosol, cette lumière va ensuite revenir sur la Terre. Je continue ou... Ça a l'air de marcher. Donc, cette lumière va revenir sur la Terre et former, vous voyez, une tache de pollution lumineuse indirecte qu'on va appeler le halo lumineux, qui certes va être bien moins intense que la lumière directe, mais qui peut prendre des proportions assez énormes. Nous, on a fait des mesures au laboratoire, on a posé des capteurs à partir de l'ion et en s'éloignant, et on a vu que la lumière de l'ion, par le halo lumineux, était visible jusqu'à plus de 50 km de Lyon. Et ce qui est dramatique chez nous, c'est que quand vous êtes à 50 km de Lyon, presque vous rentrez dans le halo lumineux d'une autre ville, puisqu'on est quand même une zone relativement urbanisée. Donc en fait, il n'y a pas de zone noire dans nos régions. Alors le halo lumineux, je vous ai mis une photo ici que vous voyez, c'est ce que vous pouvez voir souvent. Vous voyez une ville et puis un halo lumineux, donc vous voyez l'intensité est assez faible, mais elle est réelle. D'ailleurs, cette intensité, voilà ce que ça donne. Je vous ai remis ici l'intensité d'une pleine lune à 0,301 lux. Quand vous avez de la lumière directe bien urbaine, vous êtes beaucoup plus au-dessus qu'une pleine lune. Donc, vous voyez que là, vous avez indubitablement éclairé la nuit. Et quand vous êtes dans le halo lumineux, vous êtes à peu près au niveau d'une pleine lune. Alors, vous allez me dire, quel est le problème? Parce que ça arrive, la pleine lune. Régulièrement, on a des pleines lunes et on y voit très bien en pleine lune. On perçoit même souvent les couleurs quand vous êtes en pleine lune avec un ciel dégagé. Oui, mais la pleine lune, ça forme un cycle. Vous n'êtes pas sans arrêt en pleine lune. Alors que quand vous avez une pollution lumineuse due au halo, vous êtes constamment avec une dose de lumière de pleine lune. Et du coup, vous ne pouvez pas avoir les rythmes biologiques dont je vous ai parlé au tout début de la conférence. Alors, pour la petite histoire, les premiers à avoir alerté sur cet impact de la pollution lumineuse nocturne, ce sont les astronautes. Et c'était il y a longtemps. Hein. Les premières alertes datent de 1964, où plusieurs astronautes amateurs se sont aperçus qu'ils voyaient de moins en moins les étoiles. Et s'ils voyaient de moins en moins les étoiles, c'est parce que leur ciel était de plus en plus éclairé. Donc ça a été les premiers à alerter sur ces dangers, à classifier la qualité de la nuit, entre excellente jusqu'à extrêmement polluée, comme les nuits urbaines à neuf que vous voyez ici. Et à l'issue de ces alertes, vous avez pas mal d'associations qui se sont montées pour essayer de préserver la nuit, de sauvegarder la nuit. Je vous en ai mis quelques-uns ici. Vous avez les associations pour les ciels étoilés. Et bon, il y en a eu plusieurs qui se sont montés et qui existent encore maintenant. Donc d'abord, une alerte due aux gens qui regardaient le ciel par rapport aux étoiles. Et à partir de ces alertes, les biologistes, comme moi, on s'est intéressés pour se dire, mais compte tenu de l'importance de la lumière et de l'importance de la nuit dans nos rythmes biologiques, est-ce qu'il n'allait pas pouvoir avoir des impacts au niveau des êtres vivants ? Et plusieurs études se sont faites. Les premières se sont faites au niveau du comportement sur des animaux nocturnes. Parce que bien évidemment, les principales cibles de la pollution lumineuse, on va se dire, ce sont les animaux nocturnes. Parce que les animaux nocturnes, ils ont besoin de la nuit pour vivre. Ils ont besoin de la nuit pour s'alimenter. Ils ont besoin de la nuit pour se déplacer. Ils ont besoin de la nuit pour se reproduire. Donc forcément, si vous éclairez la nuit, probablement que vous allez altérer toutes ces fonctions biologiques. Alors juste quelques exemples pris au hasard, mais que vous connaissez. Là, vous reconnaissez un lampadaire en haut, hein, un lampadaire qui attire énormément d'insectes. Les insectes sont désorientés, les insectes nocturnes sont désorientés par la lumière, vont être attirés par la lumière et vont être ensuite piégés autour du lampadaire. On considère qu'il y a 400 à 1600 insectes sous nos latitudes, hein, dans nos régions,
par nuit qui meurent juste parce qu'ils sont piégés au niveau de ces lampadaires. Alors, c'est pas cette pollution lumineuse, elle n'est pas mauvaise pour tout le monde, hein, parce que les insectes, ils vont être piégés, et puis vous en avez d'autres qui vont arriver à bénéficier, à détourner cette pollution lumineuse à leur avantage. Par exemple, certaines chauves-souris, certaines espèces de chauves-souris, pas toutes, hein, mais certaines, et notamment les pipistrelles. Les pipistrelles, elles sont ici. C'est des chauves-souris très communes de nos régions, hein, qui ne sont pas du tout en danger. Ben, elles adorent la lumière, elles n'ont aucun problème avec la lumière la nuit. Et du coup, ben ça c'est un véritable garde-manger pour elles, c'est un véritable supermarché. Et elles se sont adaptées à cette lumière, elles vont voler vers les zones lumineuses pour aller s'alimenter. Donc vous voyez, pollution lumineuse ben, pour certaines espèces, et puis il y en a d'autres qui ont réussi à s'adapter. Voilà la pipistrelle, que peut-être vous connaissez, que vous avez déjà vu dans nos territoires. L'autre exemple emblématique bien connu, ça va être les tortues marines, et notamment les bébés tortues marines. Vous savez que les tortues marines, les tortues luttes par exemple, les femelles, elles sont en mer, et au moment où elles vont pondre leurs œufs, elles vont sur la plage, elles s'éloignent de la mer, du rivage, et elles creusent des terriers dans lesquels elles vont déposer leurs œufs. Elles vont déposer leurs œufs et puis elles vont partir. Et quelque temps après, bah, les petites tortues marines, les bébés tortues marines vont éclore et elles sont très fragiles. Elles sont très fragiles, elles craignent à la fois les prédateurs, par exemple des chiens qui pourraient rôder sur la plage, et ensuite elles craignent énormément la dessiccation. Donc il faut très vite qu'elles trouvent la mer. Et comment elles vont faire pour trouver la mer? Eh bien, elles vont s'orienter par la réflexion de la lune et des étoiles sur l'eau, qui va leur donner la direction pour aller à la mer. Il faut qu'elles aillent à la mer le plus vite possible. Eh bien, quand vous avez des côtes très éclairées, comme ça, vous avez ces petites tortues marines qui sont piégées, qui sont complètement désorientées et qui très souvent vont tourner le dos à la mer. Et du coup, il y a eu de gros problèmes au niveau de la conservation des populations de ces espèces à ce niveau-là, à cause de cette pollution lumineuse. Dernier exemple que je voulais évoquer avec vous, c'est aussi un exemple qui a fait un petit peu la une des médias il n'y a pas très longtemps. Suite aux attentats du 11 septembre à New York, à l'emplacement des tours jumelles, vous avez eu, à un moment, ils le faisaient tous les soirs, au début, ce qu'ils appellent le Tribute of Light, c'est-à-dire une espèce de monument mémoriel pour les victimes des attentats, où ils avaient élevé 2 énormes rayons de lumière qui partaient vers le ciel à la place des 2 tours jumelles. Et en fait, on s'est aperçu que, au niveau de ces rayons, il y avait des choses. Vous voyez, plein de petits points au niveau de ces rayons. Donc on a regardé un petit peu mieux ce que c'était. Ben, c'était des oiseaux. Pourquoi? Parce que New York, c'est sur une zone de migration d'oiseaux entre le Canada et les Caraïbes. Et vous avez les oiseaux nocturnes qui font de la migration nocturne, qui étaient attirés par cette intensité lumineuse et qui se retrouvaient complètement piégés dans les cônes lumineux. Mais tellement piégés qu'ils étaient désorientés et ils n'arrivaient pas à en sortir. Et ils vont s'épuiser dans le cône sans pouvoir en sortir. Et ils vont mourir. Et du coup, on a vu que, par exemple, il y a une manip qui a été faite en 49 jours où il y a 1,1 million d'oiseaux qui ont été affectés par ce Tribute of Light fait pour honorer les victimes des attentats du 11 septembre. Donc, suite à ça, il y a eu une modification un petit peu, la mairie a décidé de non pas allumer régulièrement ce monument, mais de ne l'allumer qu'au moment où il célébrait les victimes des attentats. Alors, tout ça, avant de parler de ma recherche, pour vous dire, il y a une espèce de petite controverse entre les gens qui travaillent sur la lumière artificielle nocturne, c'est que est-ce que cette lumière artificielle nocturne est une pollution lumineuse
ou est-ce que c'est juste voilà, une contrainte environnementale de plus? Bon, il me semble que les exemples que je vous ai montrés montrent bien qu'il y a vraiment un impact sur les populations, et une pollution, par définition, c'est une activité humaine qui va impacter, qui va dégrader l'environnement. Je pense que c'est vraiment une pollution lumineuse parce que l'environnement nocturne est considérablement dégradé et c'est pas en train de finir. Alors après vous avoir dit un petit peu ce que c'était la pollution lumineuse et cette lumière artificielle nocturne, je vais maintenant vous parler un petit peu de ma recherche et de ce qu'on fait dans mon labo. Comme on l'a dit tout à l'heure avec Isabelle, moi je fais de l'écophysiologie, c'est-à-dire que j'essaye d'aller regarder quels sont les mécanismes biologiques qui vont produire les effets négatifs ou positifs de l'environnement sur les êtres vivants. Alors on travaille, comme on l'a dit tout à l'heure, spécifiquement sur les zones humides. Pourquoi les zones humides? Il faut savoir que, et vous l'avez déjà entendu, on est en ce moment dans ce qu'on appelle une crise de la biodiversité, une perte de biodiversité. Alors une perte de biodiversité, c'est pas forcément des espèces qui s'éteignent complètement et on voit pas des cadavres d'animaux sur les bords de route sans arrêt. Mais c'est plus insidieux que ça, c'est qu'en fait les populations déclinent. Et on a du mal à le voir. Parce que c'est, une année, les femelles vont avoir moins de petits. Et l'autre année, vont avoir encore moins de petits. Et ça, on a du mal à le percevoir. Et quand on regarde le déclin des populations animales en pourcentage depuis 1970, c'est ce que je vous ai mis là, on voit que globalement, toutes les espèces animales ont décliné. On a moins 58% quand même, en abondance, c'est énorme. Et dans tous les écosystèmes, que ce soit les écosystèmes marins, les écosystèmes terrestres. Mais l'écosystème qui va payer le plus lourd tribut à ce déclin de la biodiversité, c'est tout ce qui concerne les eaux douces. Que ce soit les fleuves, les eaux courantes, ou les eaux stagnantes, avec moins 81%. Alors ça s'explique, ça s'explique parce que depuis toujours, en termes de pollution, ça s'explique parce que depuis toujours, les hommes se sont installés près des zones humides, près de l'eau, pour faire leur activité. Donc ce sont des zones qui expérimentent énormément de pollution. Je vous ai mis deux exemples là qui concernent la région. Vous avez le quartier Confluence ici, où de plus en plus actuellement, pour des besoins de récréation, pour des besoins de bien-être humain, on va recréer des zones humides à l'intérieur de la ville. Et puis vous avez les zones un petit peu plus, alors même si elles ont été modelées par l'homme, mais qui datent d'un peu plus longtemps, je vous ai mis la Dombes ici, qui est à côté de Lyon, qui est une zone de grosse biodiversité, qui est une zone d'étang, et c'est là qu'on a déposé pas mal de capteurs. Vous avez un capteur lumineux qui est ici. Et sur cette carte, vous voyez comment sont les nuits dombistes actuellement. Bien, les nuits, elles sont absolument pas noires. Si elles étaient noires, elles seraient en noir. Ici, on est ici. Donc la Dombe est constamment éclairée la nuit, avec même des taches de luminosité assez intenses qui proviennent soit de Lyon, soit des agglomérations moyennes que vous avez à l'intérieur. On a donc une région qu'on a l'impression, quand on traverse, complètement naturelle, complètement préservée, mais qui en fait est mouchetée de taches de pollution lumineuse. Alors nous, sur ces zones humides, il a fallu choisir un modèle d'étude. Un modèle d'étude, on a pris un des habitants les plus emblématiques de ces zones humides, qui est le crapaud commun. Le crapaud commun, que vous connaissez, qui est ici, un adulte. Et ce crapaud commun, il a l'avantage d'être assez tolérant en termes d'habitat. Il peut avoir un habitat forestier, il peut avoir un habitat agricole, et puis il n'a pas peur de l'homme. Donc il peut avoir un habitat tout à fait urbain. Il y a des crapauds à Villeurbanne sans aucun problème. D'accord ? Et cet animal est nocturne, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, susceptible d'être particulièrement gêné par la pollution lumineuse. Et il est peu mobile. Vous avez en gros les adultes qui passent l'hiver dans la forêt. En général, ils ne bougent pas beaucoup. Passent l'hiver dans la forêt, un peu planqués sous les litières.
Et au moment de la reproduction qui a lieu dans nos régions vers février-mars, vous avez peut-être vu les migrations de crapauds sur les routes, où d'ailleurs ils payent un lourd tribut en termes de collision routière à ce moment-là. Ils vont migrer, alors migrer, un crapaud ça fait quoi? Ça fait moins de 5 km, hein, c'est pas beaucoup. Hein. Mais ils vont migrer jusqu'aux mares, où ils vont s'accoupler, pondre, et les têtards vont se développer dans la mare. Donc si c'est une mare qui est soumise à pollution lumineuse, tout le développement de têtards va se faire sous la pollution lumineuse. Il n'aura pas la possibilité de partir et d'échapper à cette pollution. Une fois que les têtards ont grossi, il va y avoir la métamorphose pour avoir ce qu'on appelle un petit crapelet qui va vivre quelques semaines au bord de la mare de manière à pas avoir accès à de la nourriture, les insectes qui viennent à la mare et à l'humidité. Et très vite, ils vont partir, finir leur croissance en forêt ou dans des zones un peu plus loin de la zone humide. Donc, ça nous a paru être un bon modèle pour voir si la pollution lumineuse pouvait impacter les êtres vivants et en particulier les êtres vivants dans les zones humides. Alors, au niveau scientifique, on adopte ce qu'on appelle une méthode expérimentale, une approche expérimentale. Il faut savoir qu'en écologie, vous pouvez avoir deux approches. Soit une approche sur le terrain, où vous visitez énormément de sites, vous notez tout ce qui se passe, vous regardez tous les facteurs, et c'est le nombre de vos données qui va permettre d'essayer de trouver des patrons communs de réponse. Nous, on n'a pas adopté cette démarche quand on fait de l'écophysiologie, parce que mon crapaud, si je vais le voir dans la nature, mon crapaud qui est soumis à de la pollution lumineuse, il va être soumis aussi à de la pollution sonore, parce que si vous avez de la lumière, en général, vous avez une route ou une zone urbaine pas trop loin. Forcément, si vous avez une route ou une zone urbaine pas trop loin, vous allez avoir de la pollution chimique. Et du coup, vous allez avoir du mal à savoir si l'effet que vous voyez, c'est dû uniquement à la pollution lumineuse ou à un ensemble de pollutions. Donc notre démarche expérimentale à nous, c'est d'aller chercher, alors c'est très contrôlé parce que les amphibiens sont des espèces protégées, on a des autorisations pour ça, on va chercher dans des zones non soumises à de la pollution lumineuse des crapauds, des amphibiens, on les ramène en animalerie et dans l'animalerie, on va les exposer à différentes conditions de pollution lumineuse que l'on va créer la nuit. Tous les autres paramètres, que ce soit la température, l'alimentation, leur habitat, étant égaux par ailleurs. Donc si on trouve quelque chose, ça sera bien dû aux variations de pollution lumineuse et pas à tous les autres facteurs environnementaux qui peuvent bouger en même temps. Voilà ce qu'on appelle la démarche expérimentale. Et globalement, ce qu'on fait, nous, nos crapauds, on les ramène. Alors, on travaille essentiellement, dans cette première étude, on travaille avec des crapauds adultes et avec des mâles. C'est-à-dire au moment où les crapauds, ils sortent de la forêt, et à ce moment-là, les crapauds communs, on dit qu'ils ont une reproduction explosive. En gros, ils ont 15 jours pour trouver la femelle, pour s'accoupler et pour pondre les œufs. Si dans ces 15 jours, ils n'ont pas réussi à faire ça, il faut qu'ils attendent l'année d'après pour se reproduire. Donc, c'est quand même une période assez contrainte et ils vont se déplacer sur les routes, les mares, et là, être soumis à de la pollution lumineuse pour aller trouver leur mare. Donc, on a pris des mâles, on les a ramenés à l'animalerie et la journée, on les a exposés à de la lumière normale du mois de fin février. Et la nuit, on a 3 lots et on va les exposer soit à très peu de lumière, ce qu'on appelle un ciel témoin, ou à un fort taux de lumière, 5 lux, rappelez-vous, c'est quasiment de la pollution lumineuse en milieu urbain, ou 20 lux, là c'était encore plus fort. Et la première chose qu'on a regardée, un peu suite à ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça va être leur comportement et leur activité. Et en fait, on a vraiment vu que les crapauds
qui étaient exposés à de la pollution lumineuse, que vous voyez ici, ont une activité, une locomotion nettement plus réduite que les crapauds témoins. Donc ces crapauds, quand ils sortent de la forêt et qu'ils se retrouvent dans un environnement pollué au niveau de la lumière nocturne, ils ont des capacités locomotrices plus faibles. Ils bougent moins. Alors après, on a cherché à savoir si cette diminution d'activité, c'était dû à un manque d'énergie. Est-ce que j'ai pas assez d'énergie pour bouger? Alors pour faire ça, il faut que je parle un petit peu de biologie. Et au niveau de nos cellules, de toute notre cellule, de tous nos cellules, au niveau des êtres animaux, vous avez dans la cellule plein d'organites, un noyau par exemple, et puis vous avez des choses un peu bizarres qui ressemblent à ça, qu'on appelle, mais peu importe, des mitochondries. Et ces mitochondries, elles sont super importantes par rapport à notre énergie. Parce que ces mitochondries, si vous leur donnez à manger, mangez quoi? En général des sucres ou du gras. Et si elles ont accès à de l'oxygène, elles vont se mettre à fabriquer ce que l'on appelle l'ATP. Et l'ATP, c'est le carburant de notre organisme. C'est ce qui vous permet de courir, par exemple. Donc il faut des substrats alimentaires, sucre et gras en général, et de l'oxygène pour avoir des carburants. Alors comment on fait au laboratoire pour mesurer ce genre de choses? On prend nos crapauds et on les met dans des chambres complètement closes où en fait on va regarder la quantité d'oxygène qu'ils consomment. La quantité d'oxygène qu'ils consomment, et ça va nous donner des courbes de consommation d'oxygène. Vous voyez ici sur la consommation d'oxygène sur 24 heures d'un crapaud, ici c'est le jour, là c'est la nuit. Eh bien, en début de nuit, au moment où normalement le crapaud il va commencer à s'agiter et à bouger, il va consommer beaucoup d'oxygène parce qu'il lui faut beaucoup d'énergie pour bouger. Alors, qu'en est-il maintenant quand on regarde au niveau de la pollution lumineuse? J'ai oublié de vous dire que ce genre de courbe, ça nous permet aussi de voir. Là, vous voyez un petit peu l'activité du crapaud et les besoins énergétiques qu'il a. Mais vous voyez que si je trace un trait au plus bas, il y a quand même là une consommation d'énergie, d'oxygène, une production d'énergie qui ne bouge pas. Ça, c'est ce que l'on appelle l'énergie de maintenance. C'est l'énergie que vous, là, même les personnes qui sont assises devant moi, vous consommez de l'énergie, simplement pour vivre, pour respirer, pour que votre cœur batte, etc., etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie standard, l'énergie de maintenance. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe sur nos crapauds, on voit que bizarrement, nos crapauds, qu'ils aient été soumis à de la pollution lumineuse la nuit ou pas, ils vont avoir une dépense énergétique sur 24 heures absolument identique. Ça nous a paru bizarre. Comment ça se fait? Ils bougent moins, mais ils consomment autant d'énergie. Mais en fait, quand on a regardé les différents types d'énergie, ce que j'ai appelé l'énergie standard ou l'énergie d'activité, on voit que, en fait, les crapauds qui sont soumis à pollution lumineuse, ils ont plus de besoins énergétiques pour assurer leur survie. En fait, ils grillent de l'énergie alors qu'ils ne bougent pas. Ça, c'est le signe d'un stress. Quand vous êtes stressé, vous grillez de l'énergie pour votre maintenance et pas pour votre activité. Donc, nos crapauds qui subissent de la pollution lumineuse, ils sont en moins bon état physiologique parce que plus vous grillez de l'énergie simplement pour votre survie, moins vous avez de l'énergie pour, en l'occurrence, aller trouver les femelles et vous accoupler. Et c'est ce que l'on a regardé. Alors il faut savoir que l'accouplement des crapauds, c'est quelque chose d'un peu compliqué pour le mâle, qui est beaucoup plus petit que la femelle. Et le mâle doit monter sur le dos de la femelle et maintenir la femelle très fortement avec ses pattes avant. Donc c'est très dur pour lui. Et en plus, l'accouplement du crapaud, ça va durer plus de 2-3 jours. C'est-à-dire que maintenir cette femelle, il va falloir qu'il le tienne pendant plus de 2-3 jours pour que la femelle ponde. Donc c'est quelque chose qui énergétiquement est particulièrement coûteux. Et on voit qu'effectivement, nos mâles de tout à l'heure
qui étaient en moins bon état physiologique. Quand je regarde le temps qu'ils mettent à s'accoupler et à surtout arriver à tenir une femelle correctement pendant tout le temps qu'il leur faut pour pouvoir pondre des œufs viables, ben, il va leur falloir beaucoup plus de temps. Donc quelque part, la pollution lumineuse a bien un impact sur la reproduction des crapauds. Et on a confirmé cela en regardant le taux de fertilisation de ces mâles pollués. Et vous voyez que les mâles qui sont très pollués ont une perte de fertilité de 25%. Alors 25%, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Ben, il faut savoir qu'une ponte de crapaud femelle, c'est environ 4000 œufs. 25% en moins, c'est potentiellement 1000 têtards de moins dans la mare. Ce n'est pas des petits chiffres en termes de population. Et ces crapauds, donc, ils vont être plus faibles. Et quand je vous ai dit que c'était compliqué pour un mâle crapaud de se reproduire, c'est d'autant plus compliqué que la proportion mâle-femelle dans les populations est très déséquilibrée. C'est ce qu'on appelle la sex ratio. Vous avez environ une femelle pour 10 mâles. Il y a une intense compétition entre mâles pour avoir accès aux femelles. C'est ce que vous voyez là. Là, vous avez la femelle et vous avez les crapauds mâles qui essayent de se battre pour savoir qui c'est qui va arriver à la maintenir et à pouvoir s'accoupler avec elle. Ben, vous vous doutez bien que le crapaud qui a subi de la pollution lumineuse, qui a moins d'énergie, qui est en mauvais état, ben, il va être perdant dans cette compétition. Donc oui, il y a un impact de la pollution lumineuse sur la reproduction des crapauds. Alors ça, c'est la première partie de notre étude, et puis rapidement, je vais finir là-dessus. La deuxième partie, vous voyez là, on a travaillé à l'échelle de l'organisme, c'est-à-dire à l'échelle des comportements, le comportement de reproduction, comment ils arrivent à attraper la femelle, la physiologie, c'est-à-dire le taux de fertilisation, l'énergie qu'ils ont à dépenser pour la reproduction, et on a voulu voir un petit peu si il ne pouvait pas se passer quelque chose à un niveau encore plus petit, c'est-à-dire au niveau des gènes de ces amphibiens. Alors au niveau des gènes de ces amphibiens, pour travailler là-dessus, on a travaillé sur les fameux maintenant ARN messagers. Alors en essayant de faire très simple, dites-vous que au niveau de vos cellules, vous avez votre génome, c'est-à-dire vos gènes, qui sont en quelque sorte protégés dans le noyau. Et ce génome, cet exemplaire unique de vos gènes, ne sort jamais du noyau. Il est en quelque sorte dans un coffre-fort. Et quand vos gènes, parce que vous avez besoin d'exprimer vos gènes, il faut qu'ils travaillent, il va y avoir une espèce de photocopieuse et une espèce de machine à écrire qui va faire une copie de certains de vos gènes. Et c'est uniquement cette copie qu'on appelle les ARN messagers qui va sortir du coffre-fort et aller à l'usine qui va produire une protéine qui va induire un processus biologique. Et la copie, elle se dégrade très vite. Mais on s'en fiche parce que le génome est dans le coffre-fort et lui ne bouge pas. Donc c'est juste ces copies qui sortent de la cellule et qui sont exprimées. Et du coup, on s'est demandé, est-ce que la pollution lumineuse, quand elle agit sur l'organisme, elle ne va pas générer soit une inhibition, soit une surexpression de certains gènes, et donc on va pouvoir le voir en mesurant les ARN messagers. Alors c'est ce qu'on a fait, on a pris des têtards, là on a travaillé sur les têtards, on les a pris à partir du moment où ils ont éclos des œufs et on les a laissés se développer, soit avec de la nuit quasiment noire, soit avec de la nuit polluée, comme un halo lumineux urbain. Et au bout d'un moment, on a récupéré, non pas le génome, mais les ARN messagers de ces têtards et des têtards pollués, et on a comparé les deux bibliothèques d'ARN messagers pour voir s'il y avait des différences entre elles. Alors ça nécessite au niveau travail, à la fois un travail de biologie moléculaire en laboratoire, mais aussi un gros travail de ce qu'on appelle la bioinformatique pour traiter justement ces ARN messagers. Et qu'est-ce qu'on a vu ?
on a vu qu'il y avait 3 fonctions particulières qui étaient particulièrement impactées par la pollution lumineuse. En numéro 3, il y a les fonctions de stress. On s'en doutait, hein. Tous les gènes qui sont liés au stress vont être surexprimés chez les têtards qui sont soumis à de la pollution lumineuse. On va aussi avoir des fonctions qui sont liées à l'utilisation des lipides, à l'utilisation du gras. Ça, c'est probablement dû au fait que les têtards sont des organismes en croissance. Et quand vous êtes en croissance, vous avez besoin de vos lipides pour construire vos organes, vos cellules, etc., etc. Et il est très probable, et on l'a montré par ailleurs, que les têtards qui sont élevés sous pollution lumineuse ont des problèmes de croissance parce qu'ils ont du mal à métaboliser leurs lipides. Mais surtout, ce qu'on a vu, c'est en 1, on a vu que le système immunitaire de ces têtards était particulièrement impacté par la pollution lumineuse. Ces têtards ont ont des gènes du système immunitaire qui sont extrêmement sous-exprimés par rapport aux têtards contrôle. Et ça, c'est particulièrement important parce qu'en plus, les fonctions du système immunitaire qui vont être impactées, c'est la première barrière de défense. C'est, vous savez, ce qui vous permet de faire une inflammation quand vous avez un microbe ou quelque chose qui vous attaque et d'essayer de le bloquer. Donc, il est très probable que ces têtards sont particulièrement fragiles au niveau de leur système immunitaire face à des pathologies qu'ils pourraient rencontrer. Donc là aussi, ça va avoir des problèmes au niveau de la conservation des populations, d'autant plus que dans mon déclin des espèces animales que je vous ai montré tout à l'heure, quand vous regardez l'ensemble des vertébrés avec même quelques invertébrés, on voit que le groupe en haut le plus impacté, c'est le groupe des amphibiens. Donc, on peut penser... Alors, les amphibiens ne sont pas en déclin qu'à cause de la pollution lumineuse. Hein. C'est essentiellement la perte d'habitat et la perte des zones humides qui causent leur déclin. Mais des pollutions émergentes type pollution lumineuse vont amplifier ce phénomène de déclin, très probablement. Et ce problème de pollution lumineuse qui impacte le système immunitaire, quand on voit nos collègues chercheurs autour de nous, on a vu que si nous on l'a montré sur les têtards et les amphibiens, ça s'est retrouvé chez des insectes, chez des oiseaux et chez des rongeurs. Donc on se dit, il pourrait vraiment y avoir quelque chose qui se passe avec la pollution lumineuse et le système immunitaire. Et chez nous, chez nous, alors on ne fait pas de l'expérimentation animale humaine et c'est particulièrement heureux. On est bien d'accord. Donc, sur l'humain, ce qu'on fait, c'est des études épidémiologiques. Et actuellement, sur la pollution lumineuse, on a pas mal de données qui sont liées à l'étude de personnes qui ont un travail de nuit, de travailleurs de nuit. Et on essaye de voir si il peut y avoir des problèmes. Alors, le travail de nuit, ça provoque des troubles du sommeil avec des fatigues, de la somnolence diurne, du stress, de l'anxiété et de la dépression. Et récemment, il y a eu plusieurs articles qui ont montré que, possiblement, cette lumière nocturne empêchait les cellules de se réparer et, du coup, allait favoriser certains cancers chez les gens qui sont soumis à de la pollution lumineuse nocturne, en particulier les cancers du sein et les cancers de la prostate. Donc l'idée maintenant, c'est avec tous ces collègues d'essayer de travailler d'essayer de trouver s'il y a un patron commun de réponse au niveau du système immunitaire des animaux quand ils sont soumis à de la pollution lumineuse. Ça, c'est au niveau un petit peu biologie générale, on va dire. Il y a un autre domaine sur lequel j'ai pas mal de collègues qui travaillent et dont je vous ai pas parlé parce que je suis pas spécialiste, mais là je vous ai parlé de la pollution lumineuse extérieure, mais il faut pas oublier que les humains, on expérimente de la pollution lumineuse intérieure, notamment avec des écrans et de la couleur bleue le soir, si vous avez des tablettes ou des smartphones. Donc c'est aussi un sujet de recherche particulièrement important. Et puis nous, en écologie, on essaye de transférer ces données dans ce que l'on appelle le domaine de la biologie de la conservation, en travaillant avec des gestionnaires d'espaces naturels, en travaillant avec des gestionnaires de collectivités territoriales, pour les sensibiliser à la perte de biodiversité qui pourrait être due à la pollution lumineuse, et pour qu'ils essayent de mettre en place des mesures de conservation
Actuellement, j'ose espérer qu'il y a de moins en moins de ce type de lampadaires dans nos villes qui font que la pollution lumineuse est énorme, mais que la plupart des municipalités se sont équipées de lampadaires directionnels. Vous avez beaucoup de collectivités qui travaillent sur des trames noires. C'est par exemple dans une ville laisser un endroit pas éclairé qui permettrait à la faune de se réfugier dans ces endroits pas éclairés. Alors c'est pas facile, hein, parce qu'en ville il y a des humains et il faut arriver à gérer l'humain et la biodiversité. Vous avez de plus en plus de communes qui pratiquent ce qu'on appelle l'extinction de l'éclairage public la nuit. Ça permet à la fois de réduire les factures d'électricité et de préserver à la fois la biodiversité, mais aussi la santé humaine. Parce que j'espère que je suis arrivée à faire passer le message qu'il faut que nos nuits soient noires. Il faut vraiment que les gens dorment dans la nuit pour permettre au processus biologique rythmique de se faire au niveau du corps, pour réparer les dégâts qui auraient pu s'accumuler dans la journée. Et ça interroge aussi, je finirai par là, sur toutes les actions qu'il y a actuellement au niveau des villes, de renaturation, de mettre de la nature en ville. Ça, c'est quelque chose de très bien en termes de bien-être des populations urbaines. Mais encore faut-il s'assurer que les populations animales qui vont être en quelque sorte piégées dans ces espaces de renaturation sont en bonne santé. Ben, pour les amphibiens, c'est pas gagné, je pense. Voilà, je vous remercie et s'il y avait des questions, je les traiterai par ailleurs. Merci.